Donc, sans plus attendre, joignez-vous à moi pour accueillir notre capitaine, celui qui nous a tous rassemblés dans la même équipe, le chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre du Québec, M. François Legault. Hey, bonjour tout le monde, bon samedi. Écoutez, vous allez me permettre de commencer de saluer quelques collègues, entre autres notre ami Bernard Drainville qui nous reçoit, hein, ouais. Je savais qu'il était spécialiste dans les abeilles, là, mais je ne savais pas qu'il était spécialiste dans les guêpes. J'ai vu ça en lisant les médias tantôt. Je veux saluer aussi, il y a beaucoup de députés, Stéphanie, Isabelle, Samuel, Claude, Jean-François, Mathieu, Amélie, Yves. Merci d'être ici, venir accompagner nos jeunes. J'ai vu notre présidente, Sarah Beaumier. J'ai vu des membres de l'exécutif aussi.
Bon, je veux qu'on salue aussi spécialement notre ami Alban, qui organise toujours bien ça. Elle se fait aider là, par Surasa, qui est chez elle aujourd'hui. Et bien sûr, ben, je veux d'abord... Je vois-tu Martine? Je vois Martine. On est chez vous aussi, Martine. Puis bravo! Martine qui me disait hier qu'elle n'est pas si fatiguée que ça. Bien, écoutez, je veux commencer par remercier votre fantastique présidente qui termine son mandat, qui termine aussi ses études dans ce que je considère comme étant la profession la plus importante pour l'avenir de notre société. Donc, Amélie va être enseignante. Bravo. Aurélie! Aurélie! Bravo, Aurélie! Bravo! Bien sûr que je viens de rencontrer une nouvelle exécutive. Je vais vous dire bravo, à commencer par William. Donc, ça va me faire plaisir de travailler avec la nouvelle équipe. Je veux dire bravo aussi à Léa parce que ça prend du courage pour se présenter dans des élections. Bravo, Léa! Je suis certain que William et son équipe vont continuer de brasser, pour utiliser les mots de votre congrès, le thème de votre congrès en fin de semaine. Et bien, j'ai hâte de jaser concrètement. Puis je suis confiant que vous êtes là pour continuer à représenter une jeunesse qui est nationaliste et pragmatique. C'est ça, les deux grandes qualités de la CAQ. Et bien, j'ai dit souvent, j'aime ça venir voir les jeunes parce que je fais d'abord de la politique pour mes deux gars, mais aussi pour les prochaines générations. Et je vais continuer de vous écouter. Puis on a des preuves de plus en plus qu'on vous écoute. Parlons des écrans. Puis je veux en profiter aussi pour saluer spécialement Amélie Dionne, qui a mené une commission extraordinaire. Mais je vais vous avouer une chose, je me souviens très bien que la première fois que vous m'avez parlé de ça, puis que vous m'avez dit que vous vouliez empêcher les plus jeunes d'avoir trop accès aux écrans, j'étais un petit peu sceptique. Je me disais, wow, une chance que ça vienne de vous autres et non de moi. Ça aurait pu avoir l'air un peu ringard de dire des choses comme ça, mais on a vu que tout le support que ça a dans la population. Même chose avec la discipline puis le vouvoiement à l'école. J'aimais mieux encore là que ça vienne de vous autres que de moi. Mais Bernard est embarqué dans le dossier, puis bien, on voit là, que ça va chercher beaucoup de support, puis ça rejoint des préoccupations que beaucoup de Québécois, Québécoises avaient, à savoir comment peut-on avoir un petit peu plus de respect dans nos écoles. Donc, bravo. Et puis aujourd'hui, bien, vous faites preuve encore d'audace. Ça prend un certain cran, parler des syndicats, parler des associations étudiantes. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Voter des grèves après épuisement à 2 heures du matin, c'est peut-être pas la meilleure façon de prendre des décisions importantes qui concernent évidemment soit des étudiants, soit la population québécoise. Et puis quand on voit, entre autres, un syndicat qui utilise l'argent des membres pour contester la loi 21 sur la laïcité, c'est peut-être pas ce qu'on souhaite au Québec. Et bien, quand on parle des syndicats, on a commencé à agir, entre autres avec la loi 89, pour éviter des dérapages comme on l'a vu avec la FAE.
Malheureusement, je vais m'en souvenir toute ma vie. Je me rappelle, là, puis les journalistes qui sont ici vont s'en souvenir, presque à tous les matins, j'implorais la FAE d'arrêter leur grève qui a touché des enfants pendant 5 semaines. 5 semaines, on a fermé des écoles, on a empêché des enfants d'aller à l'école, puis ça n'a rien changé en bout de ligne. Le syndicat n'a pas obtenu plus que ce que les autres syndicats d'enseignants avaient obtenu. Donc, on ne veut plus que ça se reproduise. Ça n'arrivera pas souvent qu'on va utiliser la loi 89, mais les réactions de certains syndicats suite au dépôt de la loi 89, ça montre justement l'importance de la loi 89. Quand on voit, là, on a eu une quinzaine de bureaux de députés qui ont été saccagés par des syndicats. Il y en a qui sont allés manifester devant la maison de Jean. Il y a une présidente qui a dit on veut le chaos au Québec. Puis le pire, c'est le chef du PQ, PSPP, qui est allé négocier avec la présidente de la FTQ pour lui dire si vous appuyez le PQ lors de l'élection l'année prochaine, on va l'enlever, la loi 89. Je comprends là que vous soyez concernés quand des syndicats, puis même un parti politique agit comme ça. C'est préoccupant. C'est préoccupant aussi de voir ce qui se passe avec les 2 syndicats de médecins actuellement. Vous savez, tous les rapports d'experts le disent depuis plusieurs années, il faut changer la façon de payer les médecins, comme on l'a fait dans d'autres provinces, dans d'autres pays, pour qu'il y ait des incitatifs à prendre en charge des patients, à déléguer des actes moins importants à des infirmières, à des pharmaciens. Mais vous savez, on a au Québec 2 syndicats de médecins très puissants. Puis à chaque fois qu'un gouvernement s'est essayé, le gouvernement a reculé. Et puis, la dernière occasion, on s'en souvient, c'était Gaétan Barrette, qui n'a pas été appuyé en bout de ligne par son premier ministre, Philippe Couillard, puis qui a décidé de reculer. Moi, je veux vous dire, là, vous avez devant vous autres un gouvernement de la CAQ qui va se tenir debout, puis je vous promets qu'on ne va pas reculer. Puis on ne va pas faire ça contre les syndicats, on va faire ça pour les Québécois. L'autre dossier, je disais tantôt, notre jeunesse est nationaliste et pragmatique. Je vais vous parler un petit peu de nationalisme. Vous en avez parlé, entre autres, on est en train de construire un musée national de l'histoire du Québec que vous avez demandé, qu'on devrait inaugurer quelque part l'été prochain. Puis, je vous ai souvent entendu parler de l'importance de protéger notre langue, de protéger nos valeurs, incluant la laïcité. Puis, encore là, ça prend de l'audace, du courage pour oser dire les vraies choses. Et je veux qu'on soit bien clair, là, il y a une différence entre les régions puis Montréal. Je peux comprendre que dans les régions, c'est plus facile d'intégrer des nouveaux arrivants. Mais à Montréal, quand on ajoute en quelques années des centaines de milliers d'immigrants temporaires, puis je comprends que ces gens-là veulent améliorer leur sort, puis les Québécois ont toujours été accueillants, puis ils seront toujours, mais là, il y a un enjeu à Montréal, un enjeu réel sur l'avenir de notre langue, sur l'avenir de nos valeurs, incluant la laïcité. Puis, je suis content de voir que vous êtes avec nous autres là-dessus. Puis, dites-vous une chose, ce n'est pas les libéraux, là, que ce soit Pablo, Carl ou Charles, qui vont aller travailler à réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal. Soyez bien sûrs de ça, là, puis si
Vous avez suivi un petit peu ce que disent les trois prétendants. Là. Il n'y en a aucun qui a une volonté de réduire, puis de régler, puis de dire à Montréal, on veut protéger le français, on veut protéger nos valeurs. Encore là, c'est la CAQ qui va le faire. C'est un gouvernement de la CAQ. Mais quand on parle de l'avenir, quand on parle des prochaines générations, le plus grand défi qu'on a actuellement, c'est le défi que j'appellerais le défi Donald Trump. Le monde a changé. On le voit à grandeur, entre autres, du Canada, suite aux tarifs, suite à l'incertitude. Les investissements des entreprises partout au Canada sont sur pause. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que Donald Trump semble vouloir provoquer une récession au Canada, entre autres. Il agit aussi ailleurs. Et c'est important là, d'avoir un gouvernement sérieux, un gouvernement économique qui va d'abord diversifier les marchés. On le sait, le 3/4 de nos exportations s'en vont aux États-Unis. C'est important, puis c'est urgent, plus que jamais, d'utiliser le 41 millions de population au Canada. Donc, vous avez vu, la semaine passée, on a déposé un projet de loi, c'est Christopher Skeet qui l'a déposé, pour enlever les barrières entre les provinces, pour être capable de vendre plus dans le reste du Canada, puis que oui, le reste du Canada aussi vende plus au Québec. Et pensez-vous que le chef du PQ veut que ça marche, un marché canadien plus efficace? Bien non. Poser la question, c'est y répondre. Donc, c'est pas le PQ qui va faire ça, c'est clair. Maintenant, l'autre chose qu'il faut faire aussi, c'est de développer, puis je vois Martine, entre autres, qui est là, des nouveaux marchés, entre autres en Europe. Je suis allé en Allemagne il n'y a pas longtemps. Cette semaine, je vais être en France. Il faut être moins dépendant des États-Unis. Donc, il faut en faire plus, oui, dans le reste du Canada, mais dans les autres pays. Et il faut pousser sur les projets économiques. On a besoin plus que jamais de projets économiques. Puis moi, toutes les semaines, j'ai une liste d'à peu près une quarantaine de projets, des gros projets sur lesquels on pousse. Et c'est ça qu'on fait depuis 6 ans. Et c'est un peu choquant de voir certaines personnes, puis entre autres, le Parti québécois et le Parti libéral, de ne pas comprendre ou de faire à semblant de ne pas comprendre ce qu'on fait, entre autres, chez Investissement Québec. Depuis 6 ans, là, on a fait plusieurs centaines de projets. Ça a permis au Québec de faire ce qu'on n'a jamais réussi de faire dans l'histoire du Québec, c'est-à-dire battre la croissance économique par habitant de l'Ontario puis du reste du Canada, de battre la croissance des salaires, de battre la croissance du revenu disponible, là, ce qui reste dans nos poches. Pourquoi? Bien, parce que, puis tu sais, j'aurais le goût de vous dire ça simplement, si demain matin, Investissement Québec fait 10 projets seulement, puis les réussit, c'est une chose. Si demain matin, Investissement Québec fait 300 projets, puis en réussit 288, puis il y en a 12 qui ne marchent pas, bien, imaginez-vous qu'on va parler des 12 qui ne marchent pas. Mais ce qui est important, c'est de regarder, là, puis tous ceux qui ont été en affaires comprennent ça, c'est la moyenne au bâton. Puis si on ne prend pas assez de risques, on manque des bonnes occasions. C'est ça que les gouvernements du PQ, du Parti libéral, ont fait dans les années où ils étaient au pouvoir. Puis pourquoi nous, la CAQ, on a réussi à battre la croissance économique, que les autres n'ont pas réussi? Parce que oui, on a fait beaucoup plus de projets. Investissement Québec a augmenté ses interventions en dollars là, de 81 % par année. Mais c'est sûr que quand on prend plus de risques, il y a des fois que ça ne marche pas. C'est comme ça en affaires. Mais de dire que depuis 6 ans,
On a battu l'Ontario, battu le reste du Canada. C'est ça qui est important. Puis l'autre affaire que certains font semblant de ne pas comprendre, c'est que ce qu'on vise, là, ce n'est pas un rendement chez Investissement Québec, c'est un rendement au gouvernement. Vous savez, si le gouvernement du Québec, si le Québec avait le même revenu par habitant que l'Ontario, le ministère des Finances à Québec aurait 10 milliards de plus de revenus par année. Donc, quand je vois des analystes, des supposés analystes, nous dire ce qui est important, c'est le rendement d'Investissement Québec, bien, je m'excuse, mais s'il rentre des centaines de millions, des milliards au ministère des Finances, c'est bon pour les Québécois. Les seuls qui comprennent l'économie, c'est nous autres. C'est sûr que tout ça s'est fait dans un contexte difficile dans les dernières années. Ce n'est pas seulement au Québec, partout dans le monde, on a eu une explosion du coût de la vie. Donc, explosion du coût de l'épicerie, explosion du coût des loyers. Donc, c'est certain, quand on demande aux citoyens, l'avez-vous vu qu'on a été meilleur que l'Ontario puis le reste du Canada? C'est difficile de l'expliquer parce que les gens ont vu surtout l'explosion des prix dans les loyers puis l'épicerie. Mais les faits sont têtus, là. On s'en est mieux sorti que les autres. Donc, on a commencé à faire des pas depuis 6 ans, mais là, les prochaines années vont être encore plus déterminantes à cause de Donald Trump. À cause de Donald Trump. Parce que il y a un risque réel de récession, il y a un risque réel que même l'économie mondiale soit affectée. Et donc, il faut faire le plus de projets possible. Et, affaire très importante, il faut travailler la main dans la main avec le gouvernement fédéral. Puis là, il y a une opportunité exceptionnelle. C'est comme si les astres étaient alignés. On a un premier ministre du Canada qui connaît bien l'économie. On a un ministre des Finances qui est québécois. On a une ministre de l'Industrie qui est québécoise. On a même un directeur de cabinet du bureau du premier ministre qui est québécois. Donc, c'est le temps d'en profiter. Ce n'est pas le temps de mettre au pouvoir un PSPP qui veut un référendum sa souveraineté. Est-ce que vous pensez que PSPP, premier ministre, là, serait intéressé à travailler puis à faire des réussites avec le gouvernement fédéral? Ben non! Son objectif à PSPP, c'est de démontrer que ça ne marche pas, le Canada. Donc, ce n'est pas le temps d'avoir le PQ au pouvoir. Ça, il faut être très clair puis l'expliquer aux Québécois. Donc, ce qu'on a besoin, c'est un gouvernement économique. Puis là, on a des gros atouts au Québec pour laisser aux jeunes, aux prochaines générations, un Québec prospère. La première chose qu'on a, puis on est tellement chanceux, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec qui a un plan de 200 milliards. Je sais qu'elle m'en a des millions, des milliards, là, les gens finissent par faire la différence, mais 200 milliards, là, c'est le plus grand chantier de l'histoire, de toute l'histoire du Québec. Puis ça, on a un devoir d'accélérer parce qu'il y a des projets dans toutes les régions du Québec. Puis oui, hier, on a forcé l'adoption du projet de loi 69 parce que ce n'est pas vrai qu'on va attendre pour développer des projets au Saguenay, Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, dans le nord du Québec, dans toutes les régions du Québec. Ce n'est pas vrai qu'on va accepter d'être bloqué par les oppositions. On a besoin, dans le contexte de Donald Trump, de faire tous les projets qu'on est capable de faire, puis c'est ça qu'on va faire au gouvernement. L'autre belle opportunité qu'on a pour laisser un héritage économique aux prochaines générations, c'est le secteur minier. Actuellement,
tout le monde cherche ce qu'on appelle des minéraux critiques, que ce soit graphite, terre rare, nickel, lithium, cuivre, phosphate. Là, il y en a une vingtaine comme ça qui servent à la fabrication d'électronique, de cellulaire, et on a la chance d'avoir tous ces minéraux dans les régions du Québec. Donc, ce n'est pas le temps, encore là, de chicaner sur un référendum, c'est le temps, avec le fédéral, d'aider les entreprises privées dans le secteur minier, puis c'est ce qu'on va faire dans toutes les régions du Québec. L'autre secteur où il y a des opportunités extraordinaires, là, je vais vous donner un scoop, regardez bien lundi, je vais aller me promener un petit peu pour faire des annonces dans le secteur de la défense. La défense. Vous savez, ce n'est pas le temps, dans le secteur de la défense, d'être soupe au lait. C'est le temps de profiter de l'occasion pour développer des entreprises au Québec. Parce que, soyons réalistes, là, si demain matin, la Russie attaquait le Québec ou le Canada, pensez-vous que Trump, on peut se fier sur lui? Ben non. Ça prend une flotte d'avions, ça prend une flotte de navires, puis ça donne bien, entre autres, si je parle de navires, il y a un beau chantier maritime ici à Lévis. Il faut en profiter, il ne faut pas manquer le bateau ou l'avion. On est bon là-dedans. Donc, en terminant, au cours de la prochaine année, il ne faut pas se laisser distraire par les critiqueux professionnels. Puis je veux vous dire une chose aujourd'hui, là, parce que c'est pas PSPP qui va décider ou les chefs des autres partis quand est-ce que je vais arrêter de me battre, là. J'ai le goût de me battre plus que jamais. Puis j'ai besoin de vous autres pour un 3e mandat, pour finir la job. C'est vrai que le monde avec Donald Trump est plus inquiétant que jamais. Mais en même temps, comparons-nous à ce qu'ont vécu nos ancêtres. C'était difficile aussi pour eux autres à l'époque. Donc, on a comme un devoir, les jeunes, toute l'équipe de la CAQ, puis on a tout pour réussir au Québec. Puis c'est pas vrai qu'on va laisser le Parti libéral du Québec, qui ne veut pas défendre notre identité, prendre le pouvoir. C'est pas vrai qu'on va laisser le PQ, qui rêve de faire un référendum que même les souverainistes ne veulent pas, prendre le pouvoir à un moment critique comme aujourd'hui. Nos ancêtres ont surmonté des obstacles incroyables. On peut faire la même chose. Le travail n'est pas fini. J'ai besoin de vous autres pour continuer à bâtir le Québec pour les prochaines générations. Merci tout le monde! Juliane. Le micro? Ah, je pense que oui, ça fonctionne, Mariana. Tu as des bonnes questions pour moi, ça a l'air? Oui, mais d'abord, merci pour ce beau discours, puis merci de répondre toujours présent pour la relève et de toujours amener les propositions plus haut, plus loin. Puis merci pour votre écoute, puis je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements.
Une question qui revient souvent, quel est le processus de réflexion du gouvernement lorsqu'il reçoit des idées de l'aile jeunesse de la CAQ? Bien là, il faudrait presque poser la question à Aurélie ou Kevin ou les autres qui étaient là avant. C'est sûr que un des défis qu'on a à Québec, c'est de rester branché sur le terrain. Donc, on a la chance d'avoir 86 députés. Il y en a des plus vieux, il y en a des plus jeunes. Mais rester branché sur les préoccupations des jeunes, bien, c'est beaucoup avec notre aile jeunesse, avec la CRCAQ. Puis bon, tantôt, je parlais des écrans. Je parlais du Musée national, je parlais de dossiers identitaires. Bien, c'est important de savoir où sont les jeunes. Puis, des fois, c'est surprenant. Tu sais, des fois, ils ont plus d'audace. Tu sais, je regarde en fin de semaine, les syndicats, tu sais, c'est toujours délicat. Ça brasse, un petit peu délicat. Hein? Donc, bien, j'aime ça, voir que nos jeunes arrivent avec des idées qui parfois nous déstabilise un petit peu en disant « On veut-tu vraiment parler de ça? » Mais souvent, ils ont absolument raison. Donc, c'est comme ça que se fait le processus, tout simplement. Absolument. Puis je pense que ça peut encourager encore plus de jeunes à s'impliquer avec la relève, puis de voir que nos propositions, effectivement, on est capable d'aller plus loin, puis de toujours les amener au gouvernement, puis d'avoir une oreille pour nous. Donc, deuxième question, quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune qui désire faire de la politique plus tard? Bien, je dirais que ça se passe en deux étapes. D'abord, je pense que c'est une bonne idée de s'impliquer dans les commissions, la CRCAQ ou un autre parti, dans les groupes jeunes des partis politiques. Je dirais, après, c'est important aussi d'aller travailler. Hein, entre autres, pour savoir qu'on paye beaucoup d'impôts au Québec. Là. Fait que c'est important d'aller travailler, puis après revenir comme candidat, puis s'impliquer. Mais commencer par l'aile jeunesse, aller les prendre une expérience de la vie professionnelle, puis après revenir comme candidat. Bien, vous savez, moi, quand je vois une salle remplie de jeunes dynamiques et motivés, je pense qu'on peut dire qu'on a une relève solide. Oui, absolument. On est chanceux. Je suis chanceux. Prochaine question. Quel est votre souhait pour le Québec du futur? Bien, je l'ai expliqué un petit peu tantôt. D'abord, même si créer de la richesse, ce n'est pas une fin en soi, ça donne des moyens. Ça donne des moyens, entre autres, de financer des services. Puis, bien, moi, je n'ai jamais accepté, pour toutes sortes de raisons, là, puis on ne prendra pas tout le temps qu'on a pour expliquer pourquoi, mais que le Québec est moins riche que l'Ontario, que le reste du Canada. Mais là, depuis 6 ans, on a réussi à réduire ça de façon importante. Là, on a un nouveau défi à cause de Donald Trump. Tu sais, ce que je souhaite, moi, entre autres, c'est, oui, les jeunes, aller faire un petit tour à New York, à San Francisco, ailleurs dans le monde, mais être capable d'avoir des grands défis ici au Québec. Donc, de revenir passer votre vie, élever votre famille ici au Québec. Donc, ça, c'est très important. La partie économique, là, c'est comme un peu mon obsession. Puis, bien, tantôt, j'en parlais, protéger notre langue, protéger nos valeurs, incluant la laïcité, c'est un grand défi parce que on n'est pas beaucoup, là, on est 9 millions. Une petite nation, dynamique, mais petite, entourée de centaines de millions d'anglophones. Donc, on sera toujours vulnérable. C'est même, je dirais, improbable ce qu'on vit actuellement, après 400 ans, qu'on parle encore français ici. Tu sais, je suis certain que si on avait posé la question il y a 400 ans, pensez-vous que dans 400 ans, entouré de 400 millions d'anglophones, on va continuer de parler en français au Québec? Les gens auraient dit, ben non. Hein, il va se passer ce qui s'est passé en Louisiane ou ailleurs. Bien, en même temps, ça amène une responsabilité. Il y a du monde qui ont travaillé fort pour qu'on parle encore français ici. Bien, il faut continuer à résister. Absolument. Je pense qu'il faut continuer sur cette lancée, être fier de notre identité, de notre langue, puis de qui on est. Puis je pense qu'on n'a rien à envier aux autres, absolument.
Donc, prochaine question. Selon vous, un sujet qui revient souvent dans les médias en ce moment, quel rôle les syndicats devraient-ils jouer dans la modernisation du secteur public? Bon. Les syndicats ont un rôle important de négocier les salaires, les conditions de travail. Par contre, puis vous y faites référence un peu aujourd'hui, pour avoir travaillé dans des entreprises puis des organisations publiques, les employés, là, souhaitent rien de mieux que de donner des services de façon efficace. Puis parfois, les syndicats s'opposent à des changements, défendent le statu quo, puis pourtant, ça ne coûte rien d'être plus efficace, puis ça rend heureux pas juste les clients, les patients, les étudiants. Les gens qui donnent les services sont fiers quand ils donnent des services de façon efficace. Mais on dirait que des fois, les syndicats ne comprennent pas ça. Effectivement, je pense qu'on assistait à certaines dérives, notamment dans les bureaux de comté. Certains peuvent témoigner. Prochaine question. Vous parlez souvent du plan du développement d'Hydro-Québec et de l'importance de produire plus d'électricité. Pour les jeunes comme nous, qu'est-ce que ça va nous donner concrètement? Bien, tout le monde actuellement, dans le monde entier, là, incluant aux États-Unis, il faut qu'ils doublent la capacité énergétique. Nous, on a une chance. C'est qu'on a de l'énergie qui coûte moins cher puis qui est propre. Donc, éventuellement, même si Donald Trump risque de retarder de quelques années la transition énergétique qui est nécessaire pour lutter contre les changements climatiques, bien, nous, on a la chance d'avoir les deux. Puis je regarde le deal qu'on a fait avec Terre-Neuve. D'ici 2075, on va payer 6 cents du kilowatt-heure, alors que le nucléaire est à peu près à 16-17 cents. C'est quoi les autres alternatives? Bien, évidemment, il y a le gaz, le pétrole, mais ça va faire un temps. Tu sais, à un moment donné, il va falloir passer à autre chose. Donc, il y a comme deux booms économiques qui arrivent avec Hydro-Québec. Je disais tantôt 200 milliards. Bien, c'est sûr que de rehausser nos barrages dans le nord du Québec, sur la Côte-Nord, d'installer des dizaines de milliers de mégawatts d'éoliennes, ça va créer beaucoup d'emplois pendant la construction. Puis après ça, bien, on le voit, c'est très attirant pour les entreprises. Et puis, je pense qu'on a fait une bonne job. Je trouve ça drôle, des fois, les libéraux qui disent il ne nous reste plus d'électricité. Bien, c'est une bonne nouvelle. On va en fabriquer plus, ça va créer des jobs. Puis pourquoi on en a moins? Bien, parce qu'on a eu des dizaines, des centaines d'entreprises québécoises et de l'étranger qui ont décidé de s'installer au Québec avec des emplois payants, plus payants que la croissance qu'on a vue en Ontario puis dans le reste du Canada. Donc, ça va attirer des entreprises qui ont besoin d'énergie. Dans à peu près tout le manufacturier, on a besoin d'énergie pour produire. Donc, ça va être une belle place pour développer les entreprises. Puis encore là, bien, quand je dis qu'il va y avoir un deuxième boom économique, bien, boom pendant la construction d'Hydro-Québec, puis boom pendant la création des emplois. Puis on le sait, dans le manufacturier, les emplois sont en moyenne 35 % mieux payés que l'ensemble des salaires dans l'économie. Donc, plus il y a de jobs manufacturiers, plus il y a de jobs payants. C'est beaucoup en région. C'est important, le développement économique de nos régions. Absolument. Faire rayonner nos régions, puis augmenter l'emploi. D'ailleurs, mon collègue Alex Marin, qui représente bien la Côte-Nord, pourrait être fier de ces projets aussi. Dernière question. Évidemment, je ne voudrais pas oublier de le dire, parce que là, tu me parles de la Côte-Nord. Il faut faire ça en partenariat avec les communautés autochtones. Ça veut dire concrètement, par exemple, sur la Côte-Nord, avec les communautés Innu, dans le nord du Québec, avec les communautés Cris. Donc, ça aussi, c'est un débat un peu spécial qu'on a vu hier à l'Assemblée nationale. Hydro-Québec fait des ententes avec des MRC, des communautés autochtones, du privé et les syndicats d'Hydro-Québec
sont contre ça, voudraient que tout soit fait par des employés d'Hydro-Québec. Mais on calcule que pour le développement d'Hydro-Québec, on va avoir besoin de 35 000 employés de plus. Puis des partenariats avec des MRC en région qui ont des retombées, des communautés autochtones, des entreprises, bien, je trouve que c'est plus efficace que de dire on va créer un monstre qui est un monopole, donc qui est toujours plus difficile de rendre efficace. Donc, je ne comprends pas, surtout le PQ, parce que, bon, on le sait, Québec solidaire puis le Parti libéral, c'est des partis qui sont surtout à Montréal, mais le PQ, en tout cas, ça a déjà été le Parti des régions, mais là, qui s'oppose au projet de loi 69, j'avoue que je ne l'ai pas compris, celle-là. Moi non plus. Puis je pense que c'est important de continuer de travailler justement en collaboration avec les communautés autochtones. Donc, prochaine question. Je sais que vous portez l'équipe du Canadien de Montréal dans votre cœur, mais est-ce qu'on peut quand même dire que vous supportez les Oilers? Il va falloir qu'ils changent leur nom à un moment donné, ça sent Oilers. Non, mais écoutez, moi, ce que j'aime du hockey, c'est le spectacle. C'est sûr que Connor McDavid puis Leon Draisaitl, c'est quelque chose à avoir joué, là. Donc, pensons d'abord aux joueurs, au spectacle. Bon, puis j'aime mieux qu'une équipe canadienne gagne qu'une équipe américaine dans le contexte actuel. Puis on était d'ailleurs très fiers quand le Canada a battu les États-Unis, malgré les frères Tkachuk, là, qui ont brassé avant même que ça commence. Mais, puis que ce qu'a fait Connor McDavid, donc c'est quand même tout un spectacle. Je n'ai pas écouté hier jusqu'à la 2e période de prolongation, mais bon, ils ont perdu, c'est 1-1, là, mais oui, on souhaite que les Oilers gagnent. Ils vont se reprendre, je suis certaine. Dernière question, est-ce qu'on prend une photo de groupe? Ben oui, avec plaisir. Oui, puis merci tout le monde d'être venu passer un samedi ici. Alors, on invite